Bienvenue dans cette vidéo de prise en main en data analyse avec Python. Je suis Kamer et formateur chez Prométude et au quotidien, je travaille à l'intersection entre l'intelligence artificielle et la data science. J'ai à cœur de partager ces connaissances avec vous pour vous aider à maîtriser les outils essentiels de l'analyse de données. Donc, dans cette vidéo, nous allons explorer les bases de l'analyse jusqu'à la visualisation des données en passant par la manipulation de celles-ci avec Python. Donc, et cela en utilisant des bibliothèques incontournables comme Panda, Matplotlib, NumPy et bien d'autres. Donc, que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez rafraîchir vos compétences, cette vidéo est conçue pour vous donner un aperçu pratique et concret. Mais attention, cette vidéo est une introduction et ne saurait remplacer une formation complète. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances ou même maîtriser les concepts avancés afin de travailler sur des projets concrets, je vous invite à vous inscrire à nos formations. Je Prométude, vous avez vu tout à l'heure quelques formations qui ont été présentées et tous les détails aussi sont disponibles. Tous les détails sont disponibles dans la description de cette vidéo. Alors, prêt à plonger dans le monde, si vous êtes donc prêt à plonger dans le monde passionnant de la data analyse, c'est parti. Pour ce projet, pour l'introduction, nous allons prendre vraiment un projet assez simple. Il s'agit ici d'une salle de classe avec des étudiants qui ont des notes durant toute l'année, qui ont été évaluées durant toute l'année. Et on va essayer d'analyser ce jeu de données-là. Au départ, il se forme de structuré en dictionnaire. Et nous allons, pour pouvoir travailler correctement, on doit transformer cela en data frame, pour pouvoir voir ce qu'on appelle ici un jeu de données manipulable avec Python. Et pour le faire, donc, on a besoin, Python nous offre des bibliothèques, presque incontournables lorsqu'il s'agit de l'analyse des données. Donc ici, on va importer cette bibliothèque-là. Donc la première étape, c'est d'importer ces différentes bibliothèques. La première bibliothèque incontournable, c'est la bibliothèque Panda. Bien évidemment, ça c'est lorsque c'est déjà installé. Pour tous les autres détails, c'est dans les formations que c'est au terme de vos recherches personnelles. On écrit là import Panda. ASPD. PD, c'est l'abréviation réservée à Panda. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on aura besoin d'utiliser cette bibliothèque, on écrit tout simplement PD. On doit importer pour la première phase qui est l'analyse et même la manipulation. On a besoin uniquement de deux bibliothèques, c'est-à-dire Panda et NumPy. NumPy, on veut dire en français as NP. La première bibliothèque Panda permet de faire l'analyse. Ça permet de faire l'analyse et la manipulation des données. Tandis que la deuxième, elle est dans le calcul numérique. Donc, tout ce qui va concerner des nombres qu'on aura à manipuler, on peut utiliser cette bibliothèque NumPy. Allons donc au jeu de données qui a été réservé. Je vais réserver là avec quelques noms. Il y a des noms qui sont déjà réservés là. Et les notes ont été générées de manière aléatoire. Ici, on enlève, je vais mettre en forme de commentaire. On enlève ça, c'est cette instruction qui m'a permis de générer les notes. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit? J'utilise le package NumPy, comme j'ai abrégé NP. Et dans le package NumPy, je vais chercher le module random. Et dans le module random, je cherche la fonction randin. Random ici, c'est signifié aléatoire, généré de manière aléatoire, mais généré précisément de manière aléatoire les entiers. Ici, ça va de 0 jusqu'à 100. Donc, 101, c'est la limite supérieure qui n'apparaît pas. Donc, toutes ces instructions sont correctement expliquées lors de la formation. Et cela génère des notes aléatoires. C'est-à-dire que si j'exécute encore une autre fois, ça va générer d'autres notes aléatoires qui ne sont pas identiques à celles-ci. Et les gens, on a aussi généré cela aussi de manière aléatoire. Donc, dès que cela est fait, maintenant, je dois créer le data frame. C'est-à-dire, j'ai créé une variable que je vais nommer ici df, une abréviation de data frame, si on veut le dire comme ça. Et je vais donc dans le package pendant, chercher
la fonction data frame, qui prend en argument les éléments, que ça prend en argument, ça transforme cela naturellement data frame. Donc, on va prendre donc le nom de on a donné la définition de nom donné. Donc, c'est ce terme qu'on va mettre tout simplement ici. Et à partir de là, si j'exécute là, j'ai déjà transformé cette donnée-là en data frame. On peut le regarder ici. Mais ce il faut pas oublier, c'est toujours se rassurer, lorsqu'on a importé les paquets, se rassurer qu'il est correctement, il y a la connexion a été fait, c'est-à-dire exécuter, hein, pour se créer la connexion avec le programme qu'on veut générer. Et lorsque j'exécute ici, vous voyez, ça me génère donc ces données, ce qu'on a plus haut, sous forme de data frame. C'est assez long. Donc, du coup, pour les besoins d'affichage, on n'a pas besoin de toutes ces données-là. On aura juste besoin d'afficher peut-être l'entête, c'est-à-dire les 3 premières lignes de ce data frame-là. Donc, si je viens là, je fais df. La fonction hit. Lorsque je l'exécute, par défaut, ça m'affiche les 5 premières lignes. C'est-à-dire, lorsque je ne mets rien en paramètre là, ça m'affiche les 5 premières lignes. Donc, pour avoir les 3 premières, je viens tout simplement introduire 3 et je l'exécute. Dans là, j'ai les 3 premières lignes. C'est le même principe aussi pour les 3 dernières lignes. Par défaut, ça affiche les 5 dernières lignes et tu dois mettre dans le 3 en paramètre là et j'ai dans les 3 dernières lignes. Maintenant, on demande de trouver les dimensions du dataset, c'est-à-dire le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Et pour cela, j'ai besoin d'une instruction particulière, PRC. Donc, lorsque je l'exécute, ça me produit un tuple, forme de tuple d'un couple de 54,3. 54, ici, c'est le nombre de lignes et 3, c'est le nombre de colonnes. Donc, je peux, pour rendre plus explicite, écrire en prime nombre de lignes. Deux points. Je mets la virgule. df. Shape. Je dois en même temps préciser, je veux afficher uniquement 54. Or, pour l'afficher, on a ici un tuple. Les positions, chaque élément dans le tuple a un index. Le premier élément a l'index 0. Donc, je vais mettre là, index 0. Et je reproduis exactement la même chose pour le nombre de colonnes. Et cette fois-ci avec l'index 1. Parce que c'est le deuxième élément. Le nombre de colonnes. Et j'ai 1. Donc, et si j'exécute là, j'ai donc le nombre de lignes 54, le nombre de colonnes 3. Maintenant, on va obtenir les informations générales de notre data. Nous sommes au niveau de, souvenez-vous, on est à la première fois l'analyse de notre dataset, l'analyse des données qu'on a dans notre data frame. Donc là, c'est l'analyse des données. L'analyse des données dans notre jeu de données qu'on a déjà. Donc ici, on va maintenant obtenir les informations générales, essayer d'obtenir les informations générales du data frame, c'est-à-dire de quoi est-ce que c'est structuré, qu'est-ce qu'on utilise dedans, on écrit tout simplement df, on applique la fonction info, et un argument, on ne met tout simplement rien, info, et j'exécute. Vous avez là, ça nous rappelle ici qu'on a quoi? On a 54 entrées. On a trouvé 54. En fait, dans ce jargon, les lignes, en fait, sont des entrées. Et 3 colonnes, comme on a bien trouvé aussi plus haut. Mais dans la nature de ces entrées, c'est-à-dire les noms sont de type objet, en fait, chaîne de caractères, et les notes sont de type integer, int64. Ça occupe 1,4, un peu plus de 1,4 kilo-octets en mémoire. Donc voilà un peu les informations qu'on peut avoir de manière globale sur notre data. Maintenant, on doit vérifier les valeurs manquantes. Est-ce qu'il y a des valeurs manquantes dans les différentes colonnes de notre dataset ou de notre data frame? Cela s'écrit sur un point df. On utilise la fonction isNull. Si je m'arrête à ce niveau, si j'exécute à ce niveau, ça me produit des false. Ça veut dire, lorsque c'est false, ça veut dire que il n'y a pas de valeur manquante, parce que si ça veut mettre trop.
Mais je veux avoir le nombre, hein, je veux calculer tout ce nombre-ci là. Pour le faire, donc, il faut tout simplement additionner, utiliser la fonction somme. Et cette fois-ci, j'exécute encore. Et là, on nous dit il n'y a aucune valeur manquante. Donc, dans toutes les colonnes, il y a 0 valeur manquante. On va voir dans d'autres projets plus loin, avec les valeurs manquantes, comment gérer cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la fonction qui nous permet de gérer ces valeurs manquantes, c'est la fonction fill. Dans le fill un et on met un argument les éléments qu'on veut. C'est chaque fois appliqué au data frame, où on choisit la colonne. On peut appliquer au data frame global, ou on peut appliquer à une colonne ici de notre data frame. On verra plus loin comment utiliser cela. Donc, je le mets en commentaire. On continue à la question 6. On va obtenir les statistiques globales. Chaque fois, c'est la même chose, tout simplement la fonction describe. Ça permet d'obtenir par défaut comme ça les statistiques globales, mais ça s'intéresse uniquement aux variables continues. On a aussi les variables catégorielles, c'est-à-dire celles qui sont en forme de chaîne de caractères. On avait vu plus haut qu'il n'y avait que les notes qui étaient sur forme numérique, qui appellent les variables continues. Ça nous ressort là que, mais on peut aussi afficher aussi avec les variables catégorielles. On va le voir plus loin. Dans les notes, on a 54 notes. La moyenne des notes, c'est 43,96. L'écart, c'est de 31,12. Le minimum, la plus petite note, c'est 0. La plus grande note, c'est 99. Le premier quartier, c'est 15% de notes. Le deuxième quartier, le troisième quartier, on verra cela plus en profondeur. Et aussi dans les formations, c'est assez détaillé. Quelles sont les informations qui ressortent lorsqu'on a telle ou telle autre valeur. On va maintenant essayer d'afficher la liste des valeurs uniques dans la colonne JAR. La colonne JAR, c'était la colonne où on avait les MF, M pour masculin, F pour féminin. Et pour le faire, on utilise tout simplement, on va d'abord dans la colonne. Donc, c'est-à-dire, je cherche d'abord à afficher la colonne JAR. Lorsque je l'exécute, là, ça m'affiche la colonne JAR. Le contenu de la colonne JAR. Mais je veux avoir, parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs occurrences de M, plusieurs occurrences de F. Est-ce qu'il y a encore d'autres, d'autres lettres à part MF, on veut se rassurer pour cela. On utilise donc la fonction unique. Et lorsqu'on exécute là, on constate qu'il n'y a que ces deux lettres-là, M, F. Et le nombre, ici, là, on voit naturellement que c'est 2. Il n'y a que 2. Donc, on peut être dans des datasets où il y a plus de 2, où ça donne toute une liste encore assez longue. On peut trouver donc à ce moment le nombre d'éléments uniques. Pour cela, on écrit toujours, on va toujours dans la colonne des gens, mais cette fois-ci, on utilise la fonction N unique. Avec la fonction N unique, lorsque je l'exécute, ça me rappelle qu'il y a deux. Les valeurs uniques dans la colonne sont en fait, il n'y a que deux. Mais il y a plusieurs occurrences de ces valeurs uniques-là. Maintenant, puisqu'il y a plusieurs occurrences, il y a donc combien de M et combien de F. Donc, c'est ce qu'on va essayer de trouver cette fois-ci. Donc, je reprends encore, je vais toujours dans la colonne genre. Et cette fois-ci, j'utilise la fonction value count avec S. Voilà. Donc, ça va me donner la répartition. Ça me donne, il y a 31 M et 23. Et va faire, il y a 31 étudiants et 23 étudiantes. Maintenant, essayons de trouver, toujours dans l'analyse, essayons de trouver le nombre d'étudiants ayant la note comprise entre 70 et 90 inclus. C'est-à-dire les notes 70 et 90 doivent être inclus. Cette fois-là, je vais aller dans la colonne notes. Je vais dans la colonne notes. Si j'exécute ici déjà, vous allez voir, ça affiche toutes les notes. Mais je vais préciser que je veux les notes inférieures, supérieures ou égales, pardon, à 70 d'abord. Donc, si j'exécute à ce niveau, qu'est-ce que ça donne? Ça donne false et où c'est faux, ça veut dire que ce sont des notes supérieures à 70. Mais ici, on va avoir le nombre, mais il y a aussi une deuxième condition. On veut aussi les notes inférieures ou égales à 80. C'est-à-dire, on fait le et on reproduit exactement cette instruction en remplaçant le inférieur par supérieur ou égal, le supérieur à par inférieur ou égal à 90. À ce niveau, si j'exécute, je vais avoir, oui, ça me renvoie forcément parce que j'ai déjà associé deux paramètres, deux instructions, et il faut
plutôt informer maintenant le débuteur, qu'est-ce que je veux exactement reproduire. Si je veux reproduire, je vais avoir le nombre d'étudiants. Mais avant de trouver le nombre d'étudiants, il faut d'abord filtrer notre dataset, notre data frame. Donc, ça veut dire, je veux réduire en respectant ces paramètres. Donc, ça veut dire que j'ai introduit dans tout ceci. Donc, je vais mettre la parenthèse là pour séparer, pour donner la priorité à chaque condition. Et vous pouvez mettre le et comme ça, ou vous écrivez tout simplement et AND. Hein? Donc, on peut écrire aussi comme ça. Vous pouvez écrire là AND, comme ça, tout en minuscule. Donc, je vais introduire ça maintenant dans un data frame. Je veux que ça s'exécute dans le même data frame. Donc, c'est pourquoi je mets DF et je mets le crochet, je mets tout ensemble là dans le crochet. À ce niveau, si j'exécute, qu'est-ce que ça me produit? Ça me produit le data frame filtré. C'est-à-dire, ici, on a uniquement les étudiants ayant une note comprise entre 70 et 90. Ces deux valeurs-là inclus. Mais on nous a demandé d'afficher le nombre d'étudiants. Pour afficher le nombre, c'est en fait de trouver la taille, le nombre de lignes. Hein? C'est en fait trouver le nombre de lignes de notre data frame filtré. Or, pour trouver le nombre de lignes, on utilise tout simplement, on l'a fait plus haut, on utilise tout simplement la méthode shape et on veut le premier élément, hein, l'élément à l'index 0 de pour que ça va produire. Lorsque j'explique, ça me donne 12. Hein, donc, on a 12 étudiants qui ont une note comprise entre 70 et 90. Hein, calculons dans la moyenne maintenant, la moyenne des notes, pour la moyenne des notes, on va toujours dans la colonne notes et on applique dans la fonction min, hein, qui signifie la moyenne. Et lorsque j'exécute, ça me produit la moyenne. Si vous remontez dans les statistiques globales, on avait bien trouvé 43,96 et ça nous donne exactement ces 43,96. Là, c'est quelques questions. On a eu comme ça 11 questions. On peut en avoir d'autres pour l'analyse, hein, pour se familiariser aux data, c'est savoir exactement mon dataset que j'ai, là, le jeu de données que j'ai, voilà comment c'est constitué, et ce qu'on appelle prendre connaissance avec un data frame. Et lorsque j'ai pris donc connaissance, que je me suis informé de quoi il s'agit, je peux maintenant manipuler. Manipuler ici, ça consiste à faire quoi? Manipuler, en fait, ça consiste à rapporter sa propre touche là. C'est-à-dire, on peut insérer des données, on peut supprimer, on peut ajouter des colonnes. Il y a un ensemble de manipulations qu'on peut faire euh, lorsqu'on connaît il y a de quoi, de quel jeu de données il s'agit. Donc ici, on va commencer avec la méthode apply. Hein, la méthode apply, en fait, c'est quoi? C'est une méthode qui permet d'appliquer une fonction à chaque élément d'une colonne ou même d'une ligne d'un data frame. Hein, ça peut être une ligne, ça peut être une colonne. On peut le faire par exemple, on va générer ici dans notre data frame. Donc, pour rappel, si on revient encore avec notre data frame, si je mets la df head, et je l'exécute. Voilà notre data frame hein, qu'on a. Je vais insérer une cellule entre... Donc voilà notre data frame en réalité. Il y a trois colonnes. Je vais insérer maintenant en utilisant... Je veux insérer une nouvelle colonne dans laquelle il y a des notes ajustées. C'est-à-dire on a ajouté 5 points à tout le monde. Hein. On a essayé d'ajouter 5 points à tout le monde dans la salle de classe. Parfois, l'enseignant peut décider cela. Et comment donc ajouter cela? Je crée donc une nouvelle colonne. Pour créer la nouvelle colonne, le principe est simple, c'est-à-dire on équipe simplement df et on met le nom de la nouvelle colonne. Donc, je mets la note ajustée. Et là, maintenant, j'affecte, je veux je veux mettre des données dans cette colonne-là. Cette colonne, en fait, c'est la note ajustée, c'est-à-dire l'ancienne note plus 5 chaque fois. Mais quelqu'un va se poser la question, bon, celui qui a, par exemple, il y a 90 ans, on a vu que la plus haute, c'est 80. Comment est-ce qu'on va lui mettre, puis ça va faire 104? Non. On va voir comment gérer ça. Le plus souvent, on te dit, bon, ceux qui sont peut-être il y a 90 ans, on arrondit tout simplement à 100. On peut faire ainsi. Donc, ça dit, je vais donc, dans
La colonne ajustée, la note ajustée, c'est en fait quoi? C'est la note normale. C'est en fait la colonne. Donc, je vais dans la colonne note normale et j'applique une fonction qui va venir chaque fois. Je mets la apply. J'appuie la fonction dans la fonction anonyme, lambda. C'est bien expliqué dans la formation. Donc, c'est un peu comme des fonctions mathématiques. Donc, on a x. On aura chaque fois x comme la note et auquel on va ajouter 5. Ça, c'est si, ça, c'est si cette note-là est inférieure ou égale à 95. Mais dans le cas contraire, donc ça veut dire qu'à partir, si quelqu'un qui a 96, on arrondit une fois à 100. Sinon, on arrondit cela une fois à 100. Donc, lorsque j'ai fait ceci, quand je fais ceci, si je viens maintenant, je, re, je demande de réafficher mon df hit, l'entête, on peut tout simplement afficher l'entête, j'exécute. Donc, on se rend compte donc que une quatrième colonne s'est ajoutée, la note ajustée. Donc, si on compare les deux, il y a une quatrième colonne qui s'est ajoutée. Donc, voilà comment on peut aussi faire au niveau des lignes. On peut appliquer sur plusieurs formes. Allons maintenant à la fonction map. La fonction map est aussi très intéressante, assez utilisée dans la manipulation parce qu'elle permet de transformer les valeurs d'une colonne en utilisant un dictionnaire ou même une fonction. Donc ici, on va peut-être essayer de transformer les M, F ci là en M pour masculin, en masculin et F en féminin. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire et c'est très rapidement. On va générer peut-être une nouvelle colonne ou on peut aussi faire directement sur la même colonne. Et cette fois-ci, je vais faire sur la même colonne, c'est-à-dire, je ne génère pas une nouvelle colonne comme plus haut, j'avais mis une note ajustée. Je vais exactement modifier au niveau de cette même colonne. Genre, donc je vais à df genre et qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis, sur ce df genre, je vais appliquer la fonction map. Plus haut, on a travaillé avec la méthode apply. Maintenant, avec la fonction map, j'aime. Je viens dans genre, point, map. Et en argument, donc, je dis de M, je vais remplacer M par masculin, virgule, et F par féminin. On a ça. Et si je reviens encore, je fais df point et pour afficher juste l'entête. J'exécute. Ça me dit syntaxe invalide, pardon, je dois le mettre dans un dictionnaire. Donc, il y a la collade que j'ai omis ici. Ouais, il doit tenir compte. Et lorsque j'exécute maintenant, on a donc notre nouveau data frame avec Jean. Tout à l'heure, on avait MS, maintenant c'est remplacé par masculin, féminin. Et cela dans tout le data frame. Maintenant, on va essayer de supprimer une ou plusieurs colonnes. Ici, on va supprimer juste la colonne, par exemple, note ajustée. Donc, pour supprimer la colonne note ajustée, on utilise tout simplement la fonction drop. Donc, je mets la df, la méthode drop, donc je mets drop. J'écris simplement en colonne, puisque c'est la colonne que je veux supprimer. Et la colonne est égale à quoi? Je mets entre crochets la colonne que je veux supprimer. Il s'agit de la colonne note ajustée dans cette colonne-ci. Je vais juste copier là. Parfois, c'est mieux de copier pour ne pas faire l'erreur dans l'orthographe. Note ajustée. Si je m'arrête à ce niveau, je viens là, je fais df point et j'exécute. Vous voyez, c'est déjà supprimé, mais ça m'affiche toujours note ajustée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore associé ça à une nouvelle. C'est-à-dire que pour
Si je dois conserver mon instruction comme ceci, je dois créer une nouvelle variable pour dire nouveau DFR, DF new ou DF1. Là, et si je dis DF1, ça va afficher. Par contre, je peux décider de modifier sur le même data frame. Et pour cela, je dois utiliser l'instruction in place. Je vais dire que ça se passe exactement au même endroit. Donc, je mets là true. Et à ce moment, si j'exécute, vous voyez donc le data frame, la colonne note ajustée a bien disparu, a été supprimée. Maintenant, on va essayer d'afficher le nom des colonnes du dataset. Hein, c'est assez facile. Tout à l'heure, on a pour toucher la colonne note ajustée, on a écrit tout simplement colonne. Donc, c'est tout simplement cette fonction colonne qu'on va utiliser ici. Donc, je viens là, tout simplement df point et je colle colonne. À ce niveau, lorsque j'exécute, ça me produit une liste des colonnes. Ça produit la liste des colonnes. On a bien nom, notre genre. Maintenant, on va essayer de trier notre data frame selon les notes. On va essayer de trier. On va trier de la plus grande note à à la plus petite note. Et pour cela, on a une fonction, on a la fonction sort value. Mais on veut trier par quoi? En selon les notes by note et de manière est-ce que c'est de manière ascendante, non, l'ascendant, c'est du plus petit au plus grand. Mais on veut trier de manière descendante, du plus grand au plus petit. Donc, on va mettre la false, on ne veut pas de manière ascendante. Et là, lorsque, lorsque j'exécute, là, j'ai donc la production de, de la plus grande note à la plus petite note. Hein. Mais pour l'écran, donc je peux aussi décider d'afficher uniquement l'entête et les 10 premières notes, par exemple. Donc, je mets la hit et un argument, je mets 10. J'exécute. Là, j'obtiens uniquement les 10 premières notes. Maintenant, on va afficher les noms. On va essayer d'afficher ici les noms et les notes des étudiants, hein, c'est-à-dire les étudiants de sexe féminin. Pour le faire, on a aussi besoin, c'est-à-dire on va accéder. On va accéder à la colonne genre d'abord. Et on dit donc, on veut, dans la colonne genre, ceux du sexe féminin. Donc, lorsque j'ai produit déjà ceci, hein, si je viens là, je mets là, je dis, je vais générer cela dans le même data frame. Je vais filtrer dans le même data frame. Si j'exécute ici, vous voyez, ça me produit donc uniquement sur le sexe, euh, ça produit ici uniquement la liste des étudiants de sexe féminin. Or, la question posée, c'était, on veut uniquement les noms et les notes. Dans le genre, on n'a pas besoin du genre. On veut uniquement les noms et les notes. Donc, pour avoir uniquement les noms et les notes, je vais préciser donc ici, tout simplement que je veux uniquement, hein, que ça me produit donc, je produis les entêtes que je veux uniquement avoir. Je vais avoir uniquement les noms et les notes. Voici ce niveau, lorsque j'exécute, j'ai donc là uniquement les noms et les notes. On peut aussi trouver le nombre. Hein. Si on veut avoir le nombre, vous savez, il y a comment faire le nombre mais on sait déjà qu'il y a 23. Hein, il y a 23 étudiants dans le nombre qu'on avait calculé. Mais on peut aussi vérifier là, si tout ça, on met là tout simplement chef, entre crochets, 0. Si j'exécute là, ça donne bel et bien 23. Mais dans le cas, si on veut on veut la liste, avec quoi je veux conserver cette liste-ci. Donc voilà. Voilà des manipulations qu'on peut faire. On peut aussi on peut encore insérer d'autres éléments dans cette dans cette dataset. On continue maintenant avec le prochain point, qui est la visualisation des données. Hein, c'est-à-dire ces données qu'on a. Alors, pour visualiser, on a besoin aussi de d'autres packages. Et il y a des packages aussi consacrés
à la visualisation. Donc, pour ça, on va importer Matplotlib. Et dans Matplotlib, on va chercher le module PyPlot. Et cela sera abrégé par PLT. On va aussi importer Matplotlib, c'est pour la visualisation graphique. Hein, ça permet la visualisation graphique. On va importer Seaborn, le plus souvent abrégé SNS. On exécute. SNS, c'est pour la visualisation graphique un peu avancée, c'est-à-dire des graphiques plus avancés et, et plus esthétiques, quoi, en termes de visuel. Maintenant, créons donc, essayons donc de créer ici euh, un histogramme des notes des étudiants. On va essayer de créer l'histogramme des notes des étudiants. Pour créer donc l'histogramme des notes des étudiants, on a besoin d'aller dans le package, hein, le package PyPlotter, exactement, c'est-à-dire on va faire appel à ce PLT qu'on a abrégé là pour cela, et créer d'abord l'espace dans lequel je veux dessiner mon graphique. Donc, je peux appeler tes figures, je donne les dimensions, peak size, et par exemple 10 et 5. Et à partir de là, donc, je vais dans un PLT, je vais utiliser la fonction ist, hein, qui permet de générer des histogrammes. Et je veux générer l'histogramme des notes. Hein, donc, entre crochets, je cherche la colonne notes, virgule. Eh bien, c'est le nombre ça va repartir en 10. Répartition en 10 et la couleur est pour la couleur des bords des différentes barres qui vont s'afficher. Je prends par exemple la couleur noire en anglais black, la black. Mm. C'est en anglais. Donc, et maintenant PLT, on va donner un titre à à notre histogramme. Donc, le titre ici, c'est distribution des notes des étudiants. Des étudiants. Voilà. Et lorsqu'on a produit dans cela, on peut maintenant nommer les différents axes. Donc, on va commencer par l'axe des abscisses, X label. Ça sera l'axe qui va contenir les notes. Et ensuite, on fait l'axe des ordonnées, PLT, point Y label. Ça va contenir le nombre d'étudiants. Voilà. Et on demande tout simplement d'afficher PLT. Bon, parfois, vous n'avez pas besoin d'utiliser ces choses que cela, ça dépend sur Jupyter. Quand vous mettez peut-être parfois, ça peut afficher, mais avec d'autres IDE, on a absolument besoin de mettre ce PLT show. Donc, vous avez dans l'histogramme des notes, hein, qui vous donne la tranche, hein, entre 0 à 10, il y a eu plus d'élèves, ceux qui ont 0 à 10. Ensuite, on a ceux de 10 à 20. Et de 20 à 30, c'est ceux qui ont, il y a le plus petit nombre d'étudiants, 60 à 70. Donc voilà un peu, la visualisation permet de voir clairement, hein, comment c'est structuré, sont structurés de ce côté-là. Maintenant, on va donc essayer maintenant d'afficher ce qu'on appelle un camembert, hein, c'est-à-dire le diagramme circulaire qui va représenter ici, bon, je préfère le diagramme circulaire. Bon, prenons un diagramme circulaire ici, afficher un camembert, donc c'est-à-dire le diagramme circulaire qui représente donc le nombre d'étudiants par genre, qui représente le nombre de la répartition par genre. Donc, pour cela,
Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait donc? On va donc dans la colonne genre. Dans la colonne genre, on sort la répartition qu'on a fait plus haut. Donc, dans le value count. Là, on a déjà la répartition. C'est-à-dire que si j'exécute à ce niveau, j'ai la répartition. Maintenant, je veux générer cette façon sous forme de diagramme circulaire. Donc, je viens là, j'associe maintenant le diagramme, la formule pour le diagramme circulaire. Donc, c'est plot.py. Et je commence d'abord par le format du pourcentage qui va s'afficher dans AutoPCT. PCT, c'est au pourcentage. Je veux que ça soit toujours avec un chiffre après la virgule. Donc, je mets là, entre guillemets, pourcentage 1, point. Un seul chiffre après la virgule, pourcentage. Et les couleurs, hein, puisque c'est deux, il y a le sexe masculin, sexe féminin, on va donner deux couleurs. Donc, je vais créer une liste de couleurs, color, et je définis là. Je dis par exemple pour les hommes, ça sera du bleu, blue, et pour la répartition des femmes, ça sera du rose, donc pink. Voilà. À partir de là, le reste, c'est identique ce qu'on a fait plus haut. Donc, ça veut dire on aura besoin du titre, du X label, et donc on peut le copier tout simplement ça. Et on vient ici. On ajoute tout simplement plus bas. Donc, ici, le X label, on n'a pas besoin, puisqu'il s'agit du diagramme circulaire, on n'a pas besoin d'avoir de X label ici. Et quel label aussi, on peut aussi s'en passer, mais pas, parfois, vous allez voir dans d'autres codes, c'est écrit tout simplement, mais à l'intérieur, on a tout rien mis, hein, et on veut rien afficher. Mais si on veut afficher quelque chose, on peut aussi mettre, parce qu'il y a des fois où on met des valeurs là qui vont s'afficher de manière efficace. Le titre, c'est ici, c'est quoi? C'est la répartition des étudiants, répartition des étudiants selon le genre. Voilà. Donc, on a à ce niveau. Lorsque j'exécute, ça peut prendre. Donc, ça signale une erreur. À quel niveau? Au niveau de, donc, comme plot PI, auto PCT, ouais, les couleurs bleu. Mhm. Au niveau de la première ligne. OK, ça envoie un message d'erreur disant que le chemin au niveau des pourcentages. On a donc, on va essayer de se rassurer à quel niveau il y a ce problème. AutoPCT, oui, j'ai donné. Ah, je n'ai pas spécifié le formatage, hein. Donc, je dois spécifier au niveau du formatage, là. Dans le F pour dire, je veux formater exactement cette fois-là. Lorsque j'exécute maintenant, on a donc notre diagramme circulaire, par exemple, selon le genre, il y a 54,4% d'hommes, d'étudiants et 42,6% d'étudiants. Maintenant, on va essayer de tracer un box plot, c'est ce qu'on appelle la boîte à moustache, qui est aussi assez efficace
dans la visualisation pour sortir certaines informations. Donc, pour le box plot, on va utiliser plutôt le package Seaborn. Le package, ça dit, mais en combinaison toujours avec le package Matplotlib. Donc, je fais d'abord ma figure. Excise. Je prends pareil dimension 8,5. Et là, je vais dans le paquet Seaborn, je cherche dans la fonction boxplot, qui est encore appelée boîte à mutation. Au niveau des abscisses, je vais avoir les genres. Et au niveau des ordonnées, ce sont les notes. Là, le jeu de données, c'est notre data frame. Et la palette, donc, les couleurs qu'on veut utiliser, il y a assez dans la documentation. Et ici, je vais utiliser cette 2. Donc, on va accéder à la documentation. Et maintenant, il me donne un titre, PLT. Titre. Là, c'est la répartition de notes. On pouvait, pour gagner en temps, prendre tout simplement ceci. Dans la répartition, cette fois-ci, des notes selon le genre. PLT show, on doit maintenant afficher juste, et lorsqu'on exécute, on affiche dans notre boîte à moustache. Le plus souvent, là, c'est la médiane. Là-bas, c'est le plus souvent la médiane, c'est-à-dire pour chaque, ça, c'est les étudiants. Et au niveau des étudiants, on voit que chez les étudiants, la médiane est un peu plus haute par rapport à ceux des étudiants. Donc, ce sont des analyses qui donnent des informations assez précises sur le jeu de données qu'on a. Donc voilà un peu comme ça l'introduction que j'ai prévu pour vous. C'est juste le début d'une aventure. On va encore plus parce qu'on va faire plus d'autres projets. Donc c'est déjà la fin de cette introduction en détail. Et j'espère que cette vidéo en fait vous a permis de j'espère que la vidéo vous a permis de découvrir les bases essentielles. C'est ça l'objectif, vous permettre de découvrir les bases essentielles de l'analyse des données. Et vous avez maintenant dans les clés pour explorer, analyser et même interpréter les datasets avec Python. Mais ce n'est que le début. Comme j'ai dit, si vous souhaitez aller plus loin, maîtriser les techniques avancées et travailler sur les projets concurrents, vous invite donc à rejoindre nos formations complètes chez Promitude. Vous trouvez donc un accompagnement personnalisé et des ressources pour devenir assez compétent, voire même un expert en data analyse. Donc tous les détails sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire et à nous rejoindre pour continuer cette aventure passionnante. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager et même de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater de nos prochains contenus. À très bientôt pour de nouvelles découvertes en data analyse, data science, intelligence artificielle et tout ce qui tourne autour. Bye bye.